Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui sont là, à sa demande, à notre disposition pour nous aider dès que nous avons une volonté d'aller vers le bien, la charité, l'étude, le travail, l'effort pour l'amélioration personnelle, ce qui nous met en meilleure syntonie avec eux et qui donc leur permet de mieux nous inspirer. L'inspiration, l'intuition, la voix de la conscience ou la médiumnité, pour nous aider à prendre les bonnes décisions et à trouver le bon chemin. Et donc, c'est dans le but de l'étude que nous sommes réunis ce matin. Nous remercions pour cette occasion, pour étudier l'origine et la nature de l'esprit, que nous puissions bien comprendre ces notions qui sont fondamentales, parce que la plus grande résistance encore à notre monde de régénération, c'est le paradigme spiritualiste, étant donné que la vision matérialiste, court terme, sur une seule vie, qui pense que tout finit après la mort, est un des plus grands stimulants de l'orgueil et de l'égoïsme, qui est à la source de la grande majorité des maux que nous souffrons encore sur cette planète, notamment ces guerres. Essayons donc de travailler dans ce sens afin que notre planète, petit à petit, se dirige vers un monde d'entente, de partage, de tolérance et de paix. Ainsi soit-il. Voilà, merci à tout le monde. J'ai lancé l'enregistrement. On est le 17 mars. Voilà. 17 mars. Donc, on a vu la semaine dernière l'existence et la survie de l'esprit. Hein, donc, j'espère que vous êtes capable. Maintenant, si quelqu'un vous demande, oui, mais tes histoires, c'est des élucubrations, de lui citer quelques preuves de l'existence, qu'on a une âme. Hein. Et donc, à partir du moment où on a une âme, elle survit à ce qu'on appelle l'amour. Je suis en train de lire un livre très intéressant en ce moment qui s'appelle La route du temps. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un monsieur qui s'appelle Philippe Guillemot. Hein? Donc, vous le trouverez pas mal sur YouTube. Et donc, dans ce livre-là, il y a tout un chapitre où il parle du libre arbitre. Bonjour, Jackie. Et donc, il est fondamentalement convaincu qu'on a le libre arbitre. Et le libre arbitre, évidemment, ne réside pas dans notre cerveau physique. Hein, le libre arbitre réside dans notre esprit. Donc, il fait partie de ces physiciens, de ces scientifiques de haut niveau qui sont spiritualistes. Hein, et c'est autant dans la population en général, j'ai encore vu une étude récemment qui a été faite par un institut qui s'appelle Gallup, c'était en 2022, donc qui démontre encore une fois que plus de 50% de la population croit que la vie continue après la mort d'une façon ou d'une autre, d'accord, dans le monde, avec des disparités assez grandes selon les pays. Il y a des pays qui sont un peu plus bas et d'autres pays qui sont plus hauts. En moyenne, on est plus de 50%. Mais chez les scientifiques, chez les élites, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce genre de scientifiques, hein, ils sont rares. Hein. À l'époque, il y avait Camille Flammarion, hein, même s'il n'était pas spirit, il était au moins déiste et spiritualiste. Hein, donc, c'est ce qu'il a martelé et divulgué pendant toute sa vie. Je suis en train de digitaliser ce livre, Les Maisons hantées, je ne sais pas si vous le connaissez. De Flammarion, c'est un des tout derniers qu'il a écrit. Et en le cherchant, je me suis dit, je vais le trouver sur l'encyclopédie Spirit. Ah, non, il n'y était pas. Donc, bon, comme j'en ai un exemplaire papier, là, je suis en train de le digitaliser. J'en suis déjà à peu près aux 2/3. Donc, bientôt, vous l'aurez aussi dans un beau PDF à votre disposition sur l'encyclopédie Spirit. Et donc Flammarion, même s'il ne s'est pas engagé sur la voie spirit, hein, il était avec Kardec quand il était jeune, mais après, il a toujours dit, bon, c'est vrai que c'est la meilleure explication pour l'instant, mais je suis persuadé que c'est plus compliqué qu'il ne le pense, etc. Mais donc, dans ses livres, il y a une série impressionnante de phénoménologie.
quand vous lisez les descriptions des fois qu'il y a eu sur les maisons hantées, alors d'un côté, ça peut peut-être effrayer certaines personnes, de l'autre côté, ça peut en rassurer d'autres, hein, parce que voilà, ben, on sait que ce sont des choses qui existent. Et donc, c'est quand même assez intéressant de lire tous les cas possibles et imaginables, sachant que dans l'extrême des cas, ben, les maisons ne sont pas habitables, hein. Les gens sont obligés de partir de l'endroit où ils étaient parce que c'était intenable, quoi. Le ramdam, le bruit, les phénomènes, la casse des fois. Et moi, je disais toujours que, bon, dans ces phénomènes-là, on se prend difficilement quelque chose sur la tête. Ben non, non, ils se prennent quelque chose sur la tête, des fois, des objets sur la tête, même si, bon, voilà, ils en étaient quittes pour une bosse, quoi, hein. Il n'y a pas de cas où il y a eu un blessé grave, par exemple. Par contre, il y a des gens qui se sont évanouis devant les phénomènes d'aussi impressionnants qu'ils sont, quoi. Donc voilà, les maisons hantées, notamment il y a un chapitre où il parle des phénomènes de hantise, entre guillemets, qui se produisent au moment exact où une personne décède, alors que tous ceux qui sont dans la maison ne sont pas au courant que cette personne est décédée ou ne s'attendaient pas du tout à ce qu'elle décède, hein. Donc là, vous voyez, donc c'est le phénomène qu'on appelle de synchronicité ou de coïncidence, qui dit, hein, qu'il utilise encore le mot coïncidence, qui montre que il y a un lien entre le décès d'une personne qui était tout à fait inattendue et un phénomène qui s'est produit dans un endroit où cette personne qui vient de mourir ou auprès d'une autre personne que cette personne qui vient de mourir était attachée. Voyez. Donc là, vous voyez encore toute une catégorie de preuves voilà, qu'il y a quelque chose, quoi, hein. La personne est morte et pourtant, hein, presque juste après le moment de la mort ou quelque temps après, se produisent des phénomènes où on arrive clairement à reconnaître un lien avec la personne décédée. Alors Guillemot, lui, il dit bien, mes collègues sont matérialistes et déterministes. Le déterminisme, c'est le contraire du libre arbitre, hein. C'est l'indéterminisme, le libre arbitre. Et le déterminisme dit que à partir du moment où, si on arrivait à analyser physiquement et chimiquement votre corps, en simulant ça dans un ordinateur, on arriverait à prévoir tout ce qui va vous arriver dans votre vie, quoi. C'est-à-dire que libre arbitre, zéro, hein. Et bon, si ma machine, elle est programmée comme ça se transforme en machine, en fait, c'est ça, hein. Si je fais une bêtise, c'est pas de ma faute, c'est la faute à la programmation de la machine. Vous voyez les conséquences du matérialisme, quoi, hein. Il y a toutes les notions de responsabilité, d'éthique qui, quelque part, disparaissent, hein. Je me dis, si je fais une bêtise, il y a d'autres machines qui ont dit que c'était pas bien de faire une bêtise et les machines vont mettre ma machine dans une prison pour m'empêcher de nuire, hein. Donc, vous voyez un peu le genre de raisonnement des matérialistes et des déterministes, quoi, hein. Donc, non, nous avons un esprit et nous avons le libre arbitre. Notre intelligence, la mémoire, non seulement de cette vie, mais de toutes les vies antérieures, reste dans notre esprit, hein. Et l'esprit a des puissances, hein. C'est ce que Léon Denis décrit de façon magistrale dans son livre Le problème de l'être et de la destinée. Il y a un chapitre qui s'appelle Les puissances de l'âme. Donc les matérialistes passent complètement à côté de ces puissances que possède notre âme, hein. Toutes ces facultés qui paraissent incroyables à première vue, hein, notamment la faculté médiumnique, le fait, comme j'ai dit dans la prière, de pouvoir aller chercher l'intuition et l'inspiration quand on va vers le bien, hein, de la part des esprits élevés. Et donc, voilà, on passe dans une autre dimension, hein, que juste dans un corps physique gouverné par des réactions biochimiques aléatoires ou déterministes. Origine et nature de l'esprit. Alors, donc on a vu l'épreuve de l'existence et de la survie. Aujourd'hui, on va voir origine et nature de l'esprit. D'où vient l'esprit, hein, comment est-ce que notre esprit a été créé? Et nature de l'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que notre esprit, hein? Et la semaine prochaine, donc toujours dans cette
ce sous-chapitre de l'existence et la survie des esprits, on verra la progression des esprits, hein, la loi d'évolution qui est là aussi une des lois absolument fondamentales de la philosophie spirit. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Donc, origine et nature de l'esprit, donc c'est ce qu'on va voir. On va parler aussi de l'évolution du principe intelligent, hein, comment est-ce que les différentes formes de vie, les esprits se sont développés jusqu'à arriver à l'esprit humain. Et on va définir aussi ce que c'est que le père-esprit, d'accord? Le père-esprit qui est notre corps spirituel et qui accompagne constamment notre esprit, qu'on soit incarné ou désincarné, d'accord? Voilà. Alors, question numéro 79, car Kardec a bien sûr posé la question, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Les esprits ont répondu que les esprits sont l'individualisation du principe intelligent, comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le principe intelligent déjà? C'est ce qu'on avait vu dans la constitution de l'univers, hein, quelles sont les différentes formes il y a la matière, hein, et il y a l'esprit. Donc l'esprit qu'on appelle aussi principe intelligent. Il y a un principe intelligent dans l'univers, hein, et qui, pour devenir un esprit, s'individualise. C'est-à-dire que là, vous avez devant vous l'esprit de Charles, comme on a l'esprit de Michel, l'esprit de Joël, l'esprit de Vincent. Hein, ce sont des esprits donc, on a tous pris une partie de ce principe intelligent qui a été individualisé dans notre esprit. Hein, on n'est pas pareil, heureusement. Hein, on n'est pas produit comme à la chaîne dans une usine d'automobile, tous pareils, copier-coller, coller. Non, on est chacun différent, chacun avec une individualisation différente et on arrive, grâce à ça d'ailleurs, à se reconnaître. Hein, donc, même si on ne se voyait pas, là on se voit, donc on arrive à se reconnaître, même si on ne se voyait pas, si on échangeait des lettres et tout, on arriverait là aussi à se reconnaître. Hein. On reconnaît l'écriture, on reconnaît aussi les idées qu'on émet, on reconnaît aussi les attitudes, les habitudes, etc. Hein. Donc tout ça constitue l'individualisation de ce principe intelligent qu'on appelle l'esprit. Et les corps sont l'individualisation du principe matériel. Vous voyez, il faut un parallèle. Alors, notre corps physique, vous pouvez voir que ma tête, il n'y a plus beaucoup de cheveux dedans, que j'ai des rides, voilà, que j'ai une tête ovale, etc., etc. Donc, que j'ai des cheveux blancs, j'en rajoute. Hein. Donc, vous arrivez à me reconnaître hein, quand vous voyez ma photo. Alors, hier, je suis allé à une conférence hein, qui a eu lieu ici à Belfort, faite par les gens du groupe de Nancy, que j'avais connu dans les années 90. Et donc, il y a un gars, je l'ai regardé, j'ai dit, tiens, celui-là, il ressemble à un dénommé Manu que je connaissais bien. Et quand je l'ai entendu parler avec quelqu'un, là, je l'ai reconnu à sa voix, j'étais sûr que c'était lui. Alors, je suis allé vers lui hein, et je lui ai dit, tiens, bonjour Manu, c'est Charles. Elle a ouvert grand les yeux, il me disait, ah, ben ouais, moi je te voyais plus gros, effectivement, j'ai perdu 15 kilos, etc., etc. Donc, on a fini par se reconnaître même après 30 ans, quoi. Hein. Donc, voilà. Notre corps, en fait, il est moulé par notre père-esprit. Donc, l'esprit, qui est le principe intelligent individualisé, moule notre père-esprit, notre corps spirituel, et notre père-esprit ou corps spirituel, c'est lui qui va mouler notre esprit. Alors évidemment, dans un bébé, on est tout beau, avec la peau toute lisse, etc. Hein, quand on est jeune, il y a des cheveux partout, etc. Et après, c'est vrai que au fur et à mesure qu'on utilise le carburant, il y a le vieillissement qui se fait, les rides qui arrivent, les cheveux qui tombent ou qui blanchissent, etc. Mais on reste toujours encore nous-mêmes. Hein, c'est-à-dire que si vous voyez une photo de moi quand j'étais jeune, vous arriverez probablement à dire, tiens, effectivement, ça ressemble pas mal. Quoi. Et je pense que c'est la même chose de vous tous. Hein. Donc, il fait un bon parallèle, hein,
l'esprit, c'est l'individualisation du principe intelligent, comme notre corps, c'est l'individualisation du principe matériel. On va piocher déjà dans notre mère, ou dans notre mère, quand on est encore dans son ventre, hein, les éléments, la matière nécessaire, et ensuite, c'est par l'alimentation que on apporte toutes ces molécules biologiques, organiques, qui viennent remplacer celles qui sont usées dans notre corps, etc. Hein. Donc, on s'alimente, on prend la matière, hein, qui est... alors, même quand, à la limite, je dirais, vous mangez une carotte, hein, bon, les carottes se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques non plus. Mais bon, il n'y a pas le même degré d'individualisation qu'on a. Par contre, c'est en mangeant donc ces aliments qui sont apparemment, entre guillemets, standards, qu'ils viennent se mettre dans le moule de notre Père-Esprit pour maintenir la consistance de notre corps physique tel qu'on le connaît, tel qu'on arrive à le reconnaître. D'accord ? Alors, donc les esprits, c'est la même chose que le corps, mais on individualise le principe intelligent, hein, le principe matériel, le principe intelligent, l'esprit individualise le principe intelligent, le corps individualise le principe matériel. Hein, ce sont les deux composantes fondamentales dans l'univers. C'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus. Alors, tiens, Valérie, quand est-ce que ton esprit a été créé? Hein? Je pense que tu n'as pas la réponse, hein, moi non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que un jour, il a été créé. Hein. On n'est pas comme Dieu de toute éternité. Hein. Donc, il y a un moment où notre esprit a eu, du moins sous sa forme humaine, un point de départ, même si l'esprit a été créé à partir, donc, l'esprit humain, alors c'est là où on ne sait pas exactement comment ça se produit. On voit l'esprit humain qui est, bon, soi-disant, hein, en haut de la chaîne d'évolution, hein, avec venant du singe, etc. Après, vous avez les mammifères, vous avez toutes les autres formes de vie pour descendre jusqu'à l'organisme vivant unicellulaire. Hein. Et donc là, on voit en fait toute une chaîne, hein, entre les formes de vie très rudimentaires et la forme de vie la plus sophistiquée, avec l'intelligence et la conscience de soi qui caractérisent l'esprit humain. Donc, comment se fait cette... On sent bien qu'il y a une évolution, mais comment elle se fait et quand, hein, c'est là où les esprits eux-mêmes disent c'est inconnu. Alors, quand les esprits qui ont répondu à Kardec disent nous, on ne sait pas vous dire, il ne faut pas trop non plus chercher à creuser le sujet, parce que, voilà, si eux-mêmes ne savent pas, ça veut dire que nous, ils sont beaucoup plus évolués que nous, donc nous, on n'a absolument pas les moyens de comprendre à notre état d'évolution actuel. Vincent? Alors, je ne prétends pas avoir des réponses, hein, mais il est quand même dit à un moment donné que dans la loi de progression, on parle de la pierre, des plantes, et que ces principes, la matière comme les pierres et les plantes, c'est des consciences collectives en fait, c'est pas des consciences individuelles. C'est pour ça que dans la progression, on est d'abord peut-être une conscience collective et puis progressivement, on s'individualise. Ben, c'est ça. Je pense que c'est une des manières de voir qui ressort quand même assez fort de ce que disent les esprits. Hein. Alors, depuis Kardec, il y a quand même eu pas mal de littérature complémentaire. Hein. Il y a un livre qui est très bien là-dessus. C'est déjà la littérature de Delane, hein, quand il dit l'évolution, le livre par exemple, l'évolution animique. Celui-ci, par contre, il est sur l'encyclopédie. Donc, lui, il montre bien depuis ses formes primitives de vie comment la vie est toujours allée en se sophistiquant davantage jusqu'à atteindre l'état d'avancement qu'on connaît chez les humains. D'accord ? Un autre auteur encore plus récent que Delane qui a écrit là-dessus, c'est Chico Xavier par André Louis, hein, non, par Emmanuel, quand il dit le livre qui s'appelle, comment il s'appelle déjà celui-là? L'évolution dans Vers deux la mondes. lumière. Ah, ou vers la lumière. Vers la lumière, voilà, vers la lumière. Après, effectivement, il y a aussi celui-là qui s'appelle Évolution dans les deux mondes, qui parle aussi de cette évolution, donc le lien entre l'évolution
de cette individualisation du principe intelligent entre l'évolution des esprits et l'évolution qu'on observe au niveau de la matière. Évolution dans les deux mondes, le monde spirituel et le monde incarné. Donc, ils apportent des précisions complémentaires, mais voilà, il y a quand même encore beaucoup de mystères dans toutes ces choses. Par exemple, il y a des gens qui pensent « Ah, mon chien, il est vraiment fantastique, il comprend tout ce que je lui dis, il est super gentil et tout. Maintenant, il est prêt, dans sa prochaine incarnation, il va se réincarner en humain. » Il y a des gens qui pensent comme ça. Je pense même que Kardec, il ne devait pas être loin de penser comme ça, mais il ne l'a jamais écrit, d'accord? Ou s'il l'a écrit dans des brouillons qui n'ont été publiés que plus tard, notamment dans les revues spirites du début du XXe siècle, où ils étaient allés chercher quelques papiers et que Kardec, il avait certainement encore mis en attente dans des dossiers en attendant des confirmations de la part des esprits sur ces sujets-là. Bon, c'est un raccourci. Les animaux évoluent, les chiens ou les chats évoluent, mais le changement entre un esprit de chien et un esprit humain ne se fait certainement pas comme ça dans l'intervalle d'une incarnation à l'autre. C'est probablement, comme le dit Flammarion, plus compliqué que ça. Sinon, si c'était aussi simple, les esprits nous l'auraient dit. Mais si les esprits ne l'ont pas dit, comme dit, c'est l'époque et le mode de cette formation qui sont inconnus, c'est que ce n'est pas aussi simple. D'accord? Alors, le principe intelligent qui est distinct du principe matériel, ça on l'a vu, on a le corps et l'esprit, s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. Donc, vous voyez, l'individualisation du principe intelligent se fait au fur et à mesure. Si vous remontez avant Cro-Magnon, on arrive déjà dans des primates, c'est l'Homo sapiens, si on remontait encore un peu plus loin, à 1 million d'années, par exemple, il n'y avait pas d'esprit humain encore sur la Terre. Il y avait des primates, il y avait des singes, qui étaient assez avancés, mais c'est là où on voit que cette individualisation de principes intelligents se fait au fur et à mesure. Il dit, c'est en passant par les divers degrés de l'animalité. C'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice. Donc ça, c'est dans la Genèse. Kardec parle beaucoup de ce thème, la Genèse spirituelle, chapitre 11, item numéro 23. D'accord? Donc, l'individualisation du principe intelligent s'est fait au long de milliards d'années, on peut le dire, puisque l'apparition de la vie des premiers êtres vivants sur la Terre a plus d'1 milliard d'années. Donc, de ces premiers êtres monocellulaires vers des êtres toujours plus compliqués. Et puis là, on peut très bien suivre Darwin. On voit très bien comment ça s'est fait, la vie qui a commencé dans l'eau, au bout d'un certain temps, donc qui s'est complexifiée dans l'eau, ensuite qui est sortie de l'eau, développer des poumons, enfin tout ce qui va bien pour pouvoir survivre en dehors de l'eau, des espèces de plus en plus compliquées, en passant par des espèces assez extraordinaires comme les dinosaures, qui ont disparu pour une raison que aujourd'hui on arrive à comprendre pourquoi. Il y a eu probablement à l'époque de disparition des dinosaures une grosse chute de météorites, un gros météorite qui est tombé sur la Terre au niveau de la presqu'île de Yucatan au Mexique. Et donc un gros météorite comme ça qui tombe sur la Terre, les conséquences, c'est le choc en fait créé une énergie qui se transforme en poussière et en énergie thermique. Donc une poussière qui envahit, qui par la circulation de l'atmosphère, finit par envelopper toute la Terre. La température extérieure probablement qui monte de plusieurs degrés à cause de ce choc. Et donc le Soleil qui est bloqué par... vous imaginez un événement comme ça, bon, si vous êtes pour un dinosaure qui a besoin d'énormément d'herbes ou d'énormément d'autres dinosaures pour s'alimenter, il ne survit pas. D'accord? Et c'est une des explications qui est donnée par la science aujourd'hui de l'extinction des dinosaures qui s'est produite à un moment précis quand même dans l'histoire. On voyait qu'il y avait sur de nombreuses années des dinosaures et puis d'un coup, pouf, il n'y en avait plus. Et ça coïncide
quand ils font des recherches géologiques, par exemple, sur les diverses couches sédimentaires de cette époque-là, ils se rendent compte que il y a une couche à cet endroit-là qui correspond à celle du choc, dans lequel ils reconnaissent les poussières et certains éléments métalliques qui sont caractéristiques des météorites. Enfin, bref, je vous passe les détails. Il y a quand même des preuves assez fortes. Donc voilà, les dinosaures ont disparu, mais la vie n'a pas disparu sur Terre. La preuve, c'est qu'elle a continué. Les mammifères ont survécu, se sont développés pour arriver, donc en passant par le singe, les primates, pour arriver jusqu'à l'Homo sapiens et arriver jusqu'à nous. Donc on voit que clairement, en regardant ce qui s'est passé sur la Terre, ce principe intelligent, c'est l'individualisation s'est faite de façon progressive, toujours plus forte, toujours plus complexe. Et ça a pris des millions, des centaines de millions d'années. D'accord ? C'est là que l'âme s'essaye à la vie et développe ses premières facultés par l'exercice. Voilà, on voit que les animaux évoluent, nous on évolue aussi, hein, c'est par l'exercice, l'incarnation, la vie qui existe sur la planète qui permet donc à l'âme d'évoluer. Hein. C'était déjà le cas, hein, parce que nous, comment est-ce que notre âme évolue? Eh ben, c'est en se réincarnant. Hein. La réincarnation est un moyen pour nous aider à évoluer. Hein. Ce n'est pas une punition, comme le sous-entendent certains autres courants spiritualistes, hein, notamment la théorie de Roussin, hein, qui voyait la réincarnation comme une punition, ou alors vous avez d'autres courants comme la théosophie, par exemple, hein, qui a aussi une conception un peu différente de la réincarnation, ne la voit pas comme un moyen d'évolution, donc on se réincarne volontairement, pas toujours avec plaisir, hein. On a revu, quand on était chez Jean-Pierre le week-end dernier, là, comment dire, on a revu le film Nos Solars, et c'est vrai que quand on voit les esprits qui retournent se réincarner, c'est pire qu'une mort, quoi. Hein, quand l'esprit ici, l'humain incarné se désincarne, on se dit ça y est, il retrouve sa liberté, alors que là-bas, c'est dans l'autre sens. Hein. Volontairement, on va de nouveau s'emprisonner. Mais pourquoi on le fait? C'est parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer, c'est ça qui nous permet de grandir et d'arriver plus vite au niveau d'évolution auquel on n'a plus besoin de s'incarner pour évoluer. D'accord ? Voilà. Alors, une autre chose, alors c'est pas dit ici. Non. Ce que ont répondu les esprits, c'est que tous les esprits humains, donc les nôtres, ont été créés simples et ignorants. Ignorant, ça veut dire sans science. Stéphane? Oui, justement, cette phrase, elle m'interpelle un peu, en fait. Principe intelligent distinct du principe matériel, c'est individualiste, s'élabore. Alors, tu nous as expliqué ça dans une évolution collective. Et si on la prend dans un sens individuel, on aurait l'impression, en lisant cette phrase, en fait, que tout départ, comme tu viens de le dire, on est un peu tous créés pareil, quoi, en fait, en termes de standard, si je puis dire. Parce que là, le principe intelligent s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. Donc en fait, au départ, on est tous pareils, en gros, mais on devient ce qu'on est aujourd'hui, on se façonne une personnalité par les différentes incarnations, en fait. C'est ce que je comprends là, en fait. Oui, ici, tu vois, en le lisant comme ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce principe intelligent, donc, qui est universel, là, il s'individualise et cette individualisation, elle est toujours plus grande et toujours plus sophistiquée dans les différentes formes on peut même dire du végétal, hein, jusqu'à l'animal et en arrivant à l'humain, comme on peut le constater, tu vois. C'est-à-dire que cette élaboration, donc de l'individualisation du principe intelligent, hein, se fait effectivement, c'est ce qu'on peut très bien voir aujourd'hui sur la Terre avec l'évolution des espèces, hein, qu'on est allé de formes très simples vers des formes progressivement de plus en plus complexes. Maintenant, quand on parle de l'esprit humain, donc nous on est humains, hein,
Donc, contrairement à ce que disent les adeptes de la panagénésie, notamment dans l'hindouisme, hein, on pourrait, nous, se réincarner dans le corps d'un animal. Les esprits le démentent catégoriquement. Ils disent non, l'esprit humain, c'est un esprit humain, il va s'incarner dans des corps humains. D'accord? L'animal, bon, un chien, c'est un chien. Même, je connais des gens qui disent ah ben, mon chat, c'est la réincarnation de mon chien. Bon, là aussi, c'est un raccourci qui va un peu vite. Hein. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. Hein. On voit difficilement comment un chien peut devenir un chat. Après, qu'un chien peut être un chihuahua ou un doberman, bon, tout comme l'être humain, on peut très bien se réincarner dans une femme, on peut très bien être femme ou homme, blanc ou noir, grand ou petit, ça, on peut le comprendre. Hein. Mais de là à dire qu'un chien se transforme en chat, ou même qu'une carotte se transforme en pomme de terre, ce sont des raccourcis qui sont un peu trop rapides. C'est certainement pas aussi simple. D'accord? Et donc, les esprits le confirment quand ils disent que l'esprit humain a été créé, notre esprit, mon esprit à moi, Charles, et le vôtre aussi, a été créé à un moment donné, simple et ignorant. D'accord? C'est-à-dire avec toutes ces facultés de développement et d'évolution qu'on connaît, hein, mais au départ, alors à quoi ça ressemble une première incarnation d'un esprit humain? À quoi ça peut ressembler? C'est pareil, il faut revenir en paléontologie, il faut revenir à Néandertal, Cro-Magnon, et puis là on a une idée. Hein, l'homme des cavernes, la loi du plus fort, etc. Hein, et puis donc, au fur et à mesure, il y a un livre qui est très intéressant aussi, c'est celui de Harari. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un anthropologue israélien qui parle justement une révolution cognitive qui aurait eu lieu il y a 70 000 ans à peu près, hein, quand avant 70 000 ans, c'est Néandertal qui dominait et Cro-Magnon qui était dominé, même s'ils vivaient ensemble déjà depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et il y a 70 000 ans, en très peu de temps, même pas 1000 ans, donc 1000 ans sur 70 000 ans, c'est rien, hein, Cro-Magnon est devenu dominant au point de faire disparaître Néandertal. Même si ils se sont un peu mélangés, c'est-à-dire qu'en nous, on a quand même quelques pourcents de gènes de Néandertal. Voyez. Mais Néandertal a disparu. Et donc, l'anthropologue, il n'arrive pas à l'expliquer. Il dit que c'est une révolution cognitive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 70 000 ans, soudainement, hein, Cro-Magnon s'est mis à s'organiser, comment dire, il y a eu les premiers signes de pratiques religieuses, donc qui se rejoignaient, ils s'unissaient, et donc par cette union, même que physiquement ils étaient moins forts que Néandertal, c'est ça qui a fait que Cro-Magnon a fini par dominer et faire de sorte que Néandertal disparaisse. Et nous, ce que nous, Spirit, on peut rajouter en utilisant donc l'épisode de la race adamique, vous avez peut-être entendu parler, hein, que de temps en temps, la Terre évolue parce qu'il y a des transmigrations qui se font d'une planète à l'autre, et notamment dans Vers la lumière, Emmanuel en parle bien, donc il y a 10 000 ans à peu près, hein, un peu plus, un peu moins, il y a eu des esprits qui sont venus d'une planète qui était à l'époque comme la Terre est aujourd'hui, hein, donc des esprits qui sont plus évolués, qui ont été quelque part bannis ou étaient obligés de quitter cette planète qui elle-même aussi a évolué, donc ils étaient un peu en retard par rapport à cette évolution, mais largement en avance par rapport à l'évolution de la Terre à l'époque où l'homme était encore dans les cavernes. Et donc, c'est cette transmigration, hein, ce déménagement, si vous préférez, de ces esprits qui sont venus de cette planète dans la constellation de Capella vers la Terre, qui explique tout ce qu'on peut apercevoir à cette période-là, c'est-à-dire l'homme est sorti des cavernes, les Atlantes, les Grecs, les débuts de la philosophie, les Védas, enfin, il y a plein de choses les pyramides en Égypte, etc. Hein. Donc, ce sont ces esprits-là qui sont venus apporter ces connaissances et ces sciences sur la Terre pour aider justement la Terre à évoluer, à aider l'homme des cavernes à sortir des cavernes. D'accord? Donc, et ça, les esprits le décrivent autant dans Kardec, hein, quand il parle de la race adamique, notamment toujours dans la Genèse, hein,
et Emmanuel dans ce livre Vers la lumière, ben, on peut se dire qu'il y a probablement eu quelque chose de similaire il y a 70 000 ans, c'est-à-dire des esprits un peu plus évolués qui ont choisi Cro-Magnon pour se réincarner. Alors pourquoi ils ont choisi Cro-Magnon et pas Néandertal, ben ça on ne sait pas encore, hein, mais ils avaient certainement de bonnes raisons, parce que Cro-Magnon, c'était le primate, hein, la forme d'individualisation du principe intelligent et du principe matériel qui leur convenait le mieux à ce moment-là pour se réincarner. Voyez, et donc, en se réincarnant, ils ont donné un coup de pouce, un coup de boost, ils ont fait faire un saut quantique, on peut l'appeler comme on veut, donc à l'évolution de Cro-Magnon. Et ça s'est probablement passé comme ça aussi il y a 70 000 ans. C'est ça qui explique le pourquoi de cette révolution cognitive que les anthropologues, partant d'un principe matérialiste, n'arrivent pas à expliquer. D'accord? Donc, toutes ces notions qu'on arrive à voir maintenant nous aident à comprendre comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce que ça se produit, hein. Un esprit qui est plus évolué, qui arrive sur une autre planète, forcément, il va y avoir un gap, on est bien d'accord, il va y avoir une différence au niveau de l'individualisation de son principe intelligent et l'individualisation du principe intelligent, même le plus évolué, de là où il se réincarne. Mais il va choisir, évidemment, avec l'aide des guides spirituels et tout, celui qui a le plus de potentiel, celui qui a été le mieux préparé, hein, puisque tout ça, ça s'est organisé par les esprits, pour pouvoir venir se réincarner, faire la jonction et ensuite le tirer vers le haut, vers l'évolution. D'accord? Est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous paraît du charabia ou bizarre? Ça, ce sont des choses que Kardec ne connaissait pas et qu'on arrive à connaître maintenant. Delane a un peu ébauché, et Emmanuel et aussi André Louis par Chico Xavier également, qui nous permettent un peu mieux de comprendre comment ça se passe. D'accord? Et ce qu'on a dit là pour l'esprit humain, ben, ça peut être valable aussi pour l'esprit des animaux, etc. Donc on peut se dire, tiens, il y a une espèce de solidarité aussi entre les différents mondes qui font que de temps en temps, ben, il y a des transmigrations qui font faire des sauts évolutifs donc du monde supérieur vers le monde qui est encore un peu plus bas, au niveau d'en dessous. Voilà. D'accord? Alors, notre esprit a été créé simple et ignorant, mais sans science. Alors, quand? Est-ce qu'il a été créé à l'époque avant 70 000 ans ou est-ce qu'il a été créé il y a 10 000 ans? Ben, c'est ça qu'on ne sait pas. Et effectivement, Valérie, tu n'as pas su répondre à la question, mais je ne sais pas répondre non plus, hein. Quand est-ce que j'ai été créé? Je pense que c'est il n'y a pas si longtemps que ça, parce que sinon, j'aurais peut-être eu le temps d'évoluer un peu plus. Et quand on se compare avec des esprits comme genre Jésus, bon, bah, lui, il a certainement été créé significativement avant moi. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il a atteint un niveau plus élevé, qu'on atteindra nous aussi un jour, hein. Pour moi, ce sera dans très longtemps, mais j'y arriverai aussi, hein, et on y arrivera tous, hein, on est bien d'accord. Donc c'est comme ça que l'évolution se fait. Et Jésus, by the way, hein, il a certainement aussi eu, il a aussi fallu certainement comment dire, le densifier un peu pour qu'il puisse se réincarner dans un corps humain, hein. Il y a d'autres esprits qui parlent de ça. Bon, je le cite, mais même si c'est parfois, il ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a Ramatis, hein, un esprit qui a écrit des livres, notamment Le Sublime Pèlerin, où il parle un peu de ce sujet-là, et la manière dont il en parle, ça fait sens, hein. Même si après Ramatis, il y a d'autres choses qu'il dit qui sont... Il faut être prudent quand on le lit, parce que tout ne fait pas l'unanimité dans ce qu'il a écrit. Voilà. Donc ça, c'est pour l'origine de notre esprit. Si vous voulez approfondir, je vous conseille, lisez l'évolution animique de Delane. C'est un livre qui est assez passionnant à lire, avec pareil plein d'exemples, plein de phénomènes qu'il cite, qui permet de comprendre un peu mieux cette évolution de notre âme, comment elle s'est élaborée au cours des millions d'années. Alors maintenant, la nature de l'esprit. Est-ce que les esprits sont immatériels? Donc on sait que notre corps est matériel. On sait que notre père-esprit, il est semi-matériel. Donc la question logique de Kardec, c'est de dire, est-ce que l'esprit est immatériel? C'est-à-dire qu'il y a zéro matière et zéro semi-matière dans l'esprit. Alors on va voir la réponse des esprits. Immatériel n'est pas le mot. Incorporel serait plus exact. Car tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle
mais sans analogue pour vous, et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Alors, vous voyez, là aussi, la réponse, elle n'est pas conclusive, hein, parce que c'est des notions encore qui nous manquent. Hein. L'esprit, c'est quelque chose, donc ça, on en est sûr, hein, puisque avec l'individualisation, l'esprit qui fait Charles, ou qui fait Michel, ou qui fait Joël, ou qui fait Marlène, il existe. Hein, c'est bien quelque chose, il est là. Hein. Aujourd'hui, on pourrait peut-être l'appeler, c'est un champ d'énergie, un champ de quelque chose. Hein. C'est marrant quand on utilise ce mot champ. On connaît, par exemple, vous avez un aimant qui va créer un champ magnétique. Vous avez une ligne à haute tension, va créer un champ électromagnétique. Hein. Les planètes créent un champ gravitationnel. Mais ces champs, ces trois formes de champs que je viens de nommer, donc magnétique, électrique, non, électromagnétique, électrique, magnétique et, je vais y arriver, gravitationnel, ce sont des champs qui sont matériels, on est bien d'accord. Comment est-ce qu'on arrive si je vous montre un aimant, est-ce que vous voyez son champ magnétique? Non, on ne le voit pas. On le voit pas. Pour le voir, il faut faire l'expérience qu'on fait au collège. Hein. Vous mettez l'aimant sous une plaque en plastique ou un bout de carton. Enfin, il vaut mieux mettre du plastique qui est glissant. Vous mettez de la limaille de fer au-dessus, vous tapotez un peu, et là, vous voyez la limaille vous avez l'extrémité de l'aimant, hein, et puis vous voyez les lignes de champ, la limaille qui prend des formes hein, sur les lignes de champ. Vous avez tous fait ces expériences-là au collège, je suppose. Hein. Donc ça, c'est une manière de visualiser le champ magnétique. Donc le champ magnétique, il est matériel, d'accord? Donc là, même le mot champ, tel qu'il est compris dans ces expressions champ magnétique, champ électromagnétique, ne convient pas pour l'esprit. Hein, ça convient uniquement pour une analogie, hein, puisque l'esprit, grâce au champ qu'il crée, mais qui n'est pas matériel, forme le père-esprit. Hein, et c'est donc le père-esprit qui lui aussi, alors lui il est semi-matériel, va former le corps, va diriger le développement des cellules, l'embryogénèse, la croissance, etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils ont mis le mot incorporel. C'est vrai que l'esprit pur, il n'a pas de corps. Hein. Dès que vous parlez du corps spirituel, de Père-Esprit, par exemple, on parle déjà de corps, d'accord? L'enveloppe de l'esprit, et qui est semi-matériel. Mais l'esprit, voilà, c'est quelque chose hein, qui n'a pas de corps. Mais on peut pas, les esprits ne sont pas allés plus loin dans l'explication. D'accord? Alors, il faudrait que, là aussi, alors même Delanne, hein, quand vous regardez, ou même Chico Xavier, sur ce sujet-là, ils ne vont pas beaucoup plus loin non plus. Hein. C'est un sujet sur lequel la nature intime de l'esprit, donc vous voyez que le spiritisme n'a pas de réponse à tout. Hein. L'esprit existe, mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Et il faut être humble, il faut admettre qu'on ne peut pas tout savoir. Par exemple, même dans la science matérielle, comme on parle, hein, je vous parlais du champ gravitationnel. Encore aujourd'hui, qui a été, je dirais, modélisé par Newton quand il a vu la pomme tomber du pommier. Hein. Mais on ne sait toujours pas quelle est la nature intime du champ gravitationnel. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Le graviton, qui serait l'hypothétique particule qui explique l'attraction universelle, n'a jamais, encore aujourd'hui, n'a jamais été découvert. D'accord? Donc, on sait que la Terre et la Lune s'attirent, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait que la Terre et la Lune s'attirent. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, même dans la science ordinaire, je dirais. On ne connaît pas la nature intime des choses. Et c'est un peu la même chose pour la nature intime de l'esprit. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? Alors, immatériel n'est pas le mot, comme ils disent. Hein. On n'a pas encore les mots suffisamment clairs pour pouvoir expliquer un peu mieux ce que c'est. Voilà. Eux, ils nous suggèrent incorporel. Voilà. Bon, il faut essayer de continuer à réfléchir et avec le temps, notre évolution, notre progrès, on finira par comprendre un peu mieux. Et là, certainement, les esprits viendront nous apporter les compléments d'information. Hein. Mais je pense que, je ne sais pas, bon, on en est peut-être déjà pour faire un pas de plus, mais c'est comme le progrès de la science, chaque fois on en découvre un peu plus. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on fasse
un saut au niveau des connaissances et des concepts aussi rapide que ça. Si déjà on sort du matérialisme, si la science pouvait sortir du matérialisme pour aller vers le spiritualisme, hein, comme le fait Philippe Guillemont, entre autres, bah, ce sera déjà pas mal. Oui, mais on sait déjà que l'esprit, c'est une forme vaporeuse. Puisqu'ils peuvent agir avec la matière cosmique universelle. Alors, il y a une interaction qui est possible. Alors, il y a une interaction qui est possible, mais quand tu dis vaporeuse, la vapeur, c'est du H2O, c'est des molécules de H2O qui sont dans l'air. D'accord? C'est ça la vapeur. Ou c'est la vapeur, c'est aussi ce qu'on produit en faisant bouillir de l'eau dans une chaudière, par exemple, pour faire tourner une turbine. Donc, tu vois, même quand on dit une forme vaporeuse, ben, c'est pareil, c'est pas de la vapeur. Tu vois, l'esprit, c'est pas de la vapeur. Si l'esprit, c'était de la vapeur, ce serait des molécules de H2O, on pourrait les mesurer, les détecter, les comprimer, etc., les condenser, tu vois. Donc, on est obligé d'utiliser des mots comme analogie pour essayer de comprendre ce que c'est. D'accord? Et là, ce qu'ils disent, là, au lieu de vaporeuse, tu vois, ils utilisent le mot éthéré. Tu vois, le mot éthéré, là. Ce mot éthéré, il est utilisé ici dans le même sens que vaporeuse. Alors, ce n'est pas de l'éther. L'éther, c'est pareil, c'est un liquide qui s'évapore, donc c'est une molécule qu'on connaît bien, qu'on utilisait dans le temps pour endormir. Hein. Enfin, ouais, peut-être pas, c'était plutôt du chloroforme. Mais bon, ce qu'ils appelaient l'éther dans le temps, c'est justement ce qui se rapproche, ce que tu as dit, Joël, du fluide cosmique universel. Le fluide cosmique universel qui peut se condenser plus ou moins, hein, se transformer en esprit, d'accord, se transformer en semi-matière pour faire le père-esprit et se transformer en matière pour faire tout ce qui est matériel, les cailloux et puis même notre corps humain. D'accord? Donc, vaporeuse ou éthérée, c'est des mots qui, tu vois, qu'on utilise un peu dans le même sens pour nous aider à comprendre la chose. D'accord? Mais comme la physique aujourd'hui n'étudie que la matière, elle n'est pas encore sortie de la matière, bah, c'est là où il nous manque les mots, il nous manque les concepts, il nous manque les modèles, il nous manque le paradigme, quoi. Hein? Donc, les esprits ont un peu avancé, mais maintenant, c'est à nous de travailler, notamment aux scientifiques, pour courir un peu après, pour essayer de conceptualiser les choses un peu mieux. Voilà. Elle ne peut tomber sous vos sens, oui. Est-ce que les esprits ont... Alors, est-ce que l'esprit est soumis à l'espace et au temps? Alors, ça, c'est une autre question. Les esprits, clairement, nous disent que non. C'est-à-dire, ils parcourent l'espace à la vitesse de la pensée. Ça veut dire que l'espace, pour eux, ce n'est pas une contrainte. Ils peuvent même être à plusieurs endroits en même temps. Hein, ils ont le don d'ubiquité, les esprits. D'accord? Donc, l'espace, pour eux, n'est pas une contrainte. Et par rapport au temps, ce qu'ils nous disent aussi, c'est la notion du temps dans notre monde spirituel est différente de celle que vous avez sur la Terre. Et c'est là où, alors je reviens à ce livre-là, La route du temps. Là, vous avez, donc de plus en plus, maintenant, les physiciens se disent, mais pourquoi est-ce que le temps, il est linéaire, il n'est pas réversible? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à remonter le temps? Hein? Et donc, il y a des chapitres entiers où il décrit que les équations de la physique, elles sont réversibles. Mais dans la pratique, pour nous, le temps, il est linéaire, il avance, il ne s'arrête jamais. On n'utilise jamais les équations dans l'autre sens. Après, on peut se dire, mais si je connais, par exemple, l'état présent de quelque chose, est-ce que je peux déduire, est-ce qu'avec mes équations, je peux calculer l'état passé pour savoir d'où vient cet état que j'ai aujourd'hui, tu vois? L'exemple qu'il prend, il prend un bol de café au lait. Donc, c'est un mélange de lait et de café. Est-ce que en prenant ça, on arrive à revenir au lait et au café séparément? D'accord? Donc, ce sont toutes ces questions-là qui se posent. Et lui, il arrive à la conclusion de dire que le futur peut influencer sur le présent. Notre notion de temps linéaire, par exemple, est dépassée, quoi. C'est-à-dire, c'est uniquement une notion qu'on a, nous, en tant qu'humains, qui, dès qu'on réfléchit un peu, qu'on essaye d'élargir un petit peu notre champ de réflexion, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent plus, hein, qui ne fonctionnent plus. Alors, c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est intéressant hein, de lire son bouquin. Le futur peut influencer sur le présent. Et il donne des exemples.
Hein, je vais vous en donner un aussi, des exemples qui sont tout simples. Par exemple, le 12 mai, il y aura Végimon. Hein, donc, c'est dans le futur. Hein, donc, moi, je prévois d'y aller. D'accord? Donc, forcément, ce futur, cet objectif que j'ai pour le futur, va influencer sur mon présent. Hein, parce que je vais m'organiser pour y aller. Il y a une conférence à préparer. Donc, vous voyez, on peut. Alors, c'est très. Je simplifie à outrance, là. Hein, la notion qu'il a, elle est un peu plus complexe que ça. Mais en disant que, notamment avec, il fait intervenir aussi la mécanique quantique, hein, ou l'arbre de vie, comme il dit, hein, on est comme si on était sur le tronc d'un arbre et puis qu'on avance vers les branches. Et donc, on a plusieurs branches possibles. Hein, à chaque intersection, on a de chaque fois un choix qui est possible. Hein, mais ces interactions existent déjà, hein, et vont même, alors c'est là où ça se complexifie un peu, au fur et à mesure qu'on avance, la configuration des branches change. Donc, quelque part, notre futur est déjà, les différentes possibilités qu'on a sont déjà prévues, et en même temps, on les influence grâce à notre libre arbitre. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez tout suivi, là. Moi-même, j'ai encore un petit peu de mal à vraiment le suivre dans tous ces raisonnements. Mais ce sont c'est les exemples qu'ils donnent. Le passé, le présent et le futur existent en même temps. Et ça, on ne peut pas le concevoir dans notre monde. C'est ça. Tout existe en même temps. Mais est-ce qu'on peut changer de passé? Il y a une infinité de futurs, il y a une infinité de passé. Pour nous, c'est un concept qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. Est-ce qu'on peut changer notre passé, par exemple? S'il y a une infinité de futurs, il y a une infinité de passé. Voilà, mais donc, après, on a la mémoire. C'est même pas imaginable, quoi. Et après, on a la mémoire, hein, en disant la mémoire montre bien que même si j'avais une infinité de passés possibles, c'est celui-là que j'ai suivi, tu vois. Enfin, c'est un peu compliqué, on ne va pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais effectivement, même notre notion du temps, dans le monde des esprits, la notion du temps est différente. Et une autre preuve de ça, c'est vous avez des patients qui font des EMI, hein, des expériences de mort imminente. L'arrêt cardiaque dure quelques secondes ou au pire quelques minutes. Et la personne, elle traverse des tunnels, elle va voir à droite, elle va voir à gauche, elle cause avec son guide, ils prennent des décisions, elle voit des choses. Ah bah tiens, il faut revenir, hop, elle revient. Donc, c'est des expériences qui durent beaucoup plus que quelques secondes ou une minute. Vous êtes bien d'accord, hein, elle voit le film de sa vie. Imaginez un peu, si on voulait mettre tout ça dans le temps, hein, c'est beaucoup plus que quelques secondes ou quelques minutes qu'il faudrait. Et donc, c'est là où on voit bien que l'expérience de mort imminente, elle se fait dans une notion du temps qui est complètement différente de celle du temps physique. On sait qu'au bout de quelques minutes sans oxygénation, le cerveau meurt. Hein. Donc là, on a une notion du temps qui est très précise et matérielle. Et pourtant, dans cet intervalle qui est très court, les expériences peuvent être énormes. Hein. Et ça prouve bien cette différence qu'il y a dans la notion du temps entre nous, dans le monde incarné, et le monde spirituel. Et lui, avec les raisonnements qu'il fait, petit à petit, il y arrive à ça. Hein. Déjà à l'heure actuelle, l'espace et le temps, c'est déjà quelque chose de malléable, puisque on est sans arrêt obligé de recaler les horloges des satellites qui sont autour de la Terre pour avoir des GPS qui sont justes. Oui. Parce que le temps ne passe pas à la même vitesse dans les satellites qui sont autour de la Terre que sur la Terre. Donc, on est obligé de recaler ces horloges pour qu'on ait des positions GPS qui soient justes. Exactement. Donc, on sait déjà que l'espace et le temps, c'est quelque chose de malléable. L'espace est courbe, hein, c'est ce que Einstein avait dit. Ouais. Et donc, prévu avec sa théorie de la relativité générale. Donc, vous voyez, on arrive quand même petit à petit, hein, avec ces choses telles que tu l'as dit, hein, donc en dehors de la précision de l'horloge, parce que ces horloges qui sont dans les satellites GPS, c'est des horloges atomiques. Hein. C'est des horloges qui sont beaucoup plus précises qu'une horloge mécanique. Hein. L'horloge mécanique, voilà. Les horloges astronomiques ou atomiques sont beaux. Hein, comment on appelle ça? L'horloge parlante. Hein. Elle est fixée. Alors, il y a une expérience qui a été faite avec le Concorde. On a embarqué dans le Concorde une horloge atomique
on en a laissé une en Angleterre et on a fait le tour de la Terre avec le Concorde. Et il y a eu un décalage entre le moment où on est parti et le moment où on est revenu. Les deux horloges n'indiquaient plus la même C'est heure. ça. Et ça, c'est un décalage que Einstein avait tout à fait prévu dans sa théorie de la relativité. D'accord. Donc, le temps est relatif et lié à l'espace. Hein. Et donc, voilà, on commence à peine à comprendre que cette notion du temps telle qu'on l'a, nous, sur l'horloge, telle qu'on l'utilise dans la pratique, je travaille 35 heures par semaine et tout, donc c'est très important pour nous quand même, hein, de se baser sur cette notion de temps, de se programmer, d'avoir une heure fixe où on puisse se réunir ensemble, etc. Hein. Mais dans le monde des esprits, c'est un peu différent. Hein, et donc, il va falloir que ça fait partie de ces choses du trouble hein, qu'il va falloir qu'on se réhabitue le jour où on retourne de l'autre côté, quoi. Hein. On peut aussi en faire l'expérience, par exemple, quand on a une émotion forte, quand on est prêt à avoir un accident, par exemple, on est en voiture, on va percuter un mur et on voit le film de notre vie se dérouler en quelques secondes, même pas en un dixième de seconde. Et là, on voit bien que le temps, il est pas linéaire, quoi. Parce que C'est dans ça. ce moment où on vit une émotion très forte, où on a peur de mourir, on revit tout le film de notre vie. Alors, il y a des motards qui l'ont vécu. J'ai des amis motards qui m'ont dit quand je suis tombé, j'ai revu tout le film de ma vie. Et là, et ils ont arrêté d'être motards d'ailleurs. Ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur, et cette peur a fait que le temps linéaire qu'on a l'habitude d'appréhender, ben, pour eux, était différent à ce moment-là. Et ils ont vu des événements de leur vie d'une autre manière. On peut très bien faire le parallèle avec une EMI. Hein. Peut-être que dans la chute, le motard, ben voilà, suite à la peur, ou peut-être même qu'il s'est évanoui à un moment donné, tu vois. Il y a eu comme et les EMI, en fait, c'est pareil. Hein, tu vois, les gens étaient momentanément dans ce monde spirituel, et donc en revenant, ils ont réussi à en garder la mémoire. Donc c'est le phénomène que tu décris pour les motards, il est tout à fait cohérent et similaire avec le phénomène des EMI. Donc, et il m'a dit en fait que dans cet espace qui est très court, il a pu évaluer toutes les possibilités d'échapper à la mort, quoi, en fait. Dans un espace d'un dixième de seconde, il a pu évaluer la possibilité de jeter la moto par terre, de sauter. Il a évalué plein de possibilités et il en a choisi une. En un dixième est-ce de qu'il a seconde. choisi aussi, c'est pas logique, quoi. Genre, j'aurais dû rouler moins vite. Ouais. Ça a pu remonter un peu en arrière, tu vois. Ouais, et il a dit, c'est incroyable, j'ai évalué toutes les possibilités que j'avais, et puis j'en ai choisi une, alors que c'est un dixième de seconde, quoi. C'est même pas... Et c'est probablement celle-là qui l'a sauvé. Alors, vous imaginez un peu notre guide, hein, il faut qu'il soit plus précis que les satellites de GPS hein, dans le temps. Non, mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que nous, notre corps physique, il est dans l'espace-temps, donc quadridimensionnel qu'on connaît bien, 3 dimensions pour l'espace et le temps. Là, je suis à la position X, Y, Z, donc X, Y suivant les coordonnées GPS et Z qui est l'altitude, à cet instant précis, donc 8 heures, 9 heures 2 minutes, pardon. Donc, c'est ça que je suis dans l'espace-temps, d'accord? Mais au niveau de l'esprit, c'est différent. Hein. Je veux dire, ils peuvent être ici et en même temps ailleurs. Et donc, est-ce qu'ils peuvent aussi être dans le passé ou dans le futur? Le passé, à mon avis, les esprits doivent le voir comme si c'était le présent. Hein. Et le futur, si ce sont des esprits évolués, ils doivent aussi le voir en voyant d'où on vient et où on est et en regardant nos intentions et tout. Ils doivent pouvoir, là aussi, avec une grande probabilité, pouvoir projeter dans le futur et anticiper comment on utilisera notre libre arbitre, mais jamais à 100%. Parce que le libre arbitre, on le gardera toujours. Ils peuvent le prévoir sans l'influencer. D'accord? Ou s'ils l'influencent, c'est pour nous aider, c'est pour l'influencer dans le bien. Hein, c'est nous influencer à faire les bons choix. Mais à la fin, la décision, ce sera la nôtre. Et ça, c'est typiquement des processus qui se passent dans notre esprit ou dans notre âme. Donc, les esprits ne sont pas dans... Ils peuvent se projeter dans nos 4 dimensions. Donc, je peux très bien avoir l'esprit de ma mère ici où j'ai ma main maintenant. Donc, de là où elle est dans ces autres dimensions, elle peut très bien se projeter momentanément pour venir à côté de moi maintenant et à cet endroit. Hein.
mais elle est il y a d'autres dimensions. Pour l'esprit, il y a des dimensions supplémentaires. Et Guillemont, par exemple, dans un autre livre qu'il a fait sur la science de la modélisation de l'esprit, et encore, il ne modélise pas l'esprit. Il rajoute 6 dimensions supplémentaires. Hein. Donc, de 4 dimensions, il passe à 10. Et il y en a certainement encore beaucoup plus parce qu'il ne va pas jusqu'à l'esprit. Voilà. Donc, ça montre comment, le jour où on changera de paradigme, le jour où la science sortira, enlèvera ses œillères quadridimensionnelles, la science fera vraiment des bons, un saut de progression incroyable. Alors Kardec y commente en disant « Nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. » Voilà. Donc, il explique pourquoi il utilise ce mot immatériel. Leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Donc les gaz, les liquides, les solides, le tableau de Mendeleïev, le tableau de toutes les particules, les électrons, les neutrinos, etc., les photons, tout ça, et qui peuvent en même temps être particules et ondes, hein, grâce à la dualité onde-particule, tout ça, c'est ce qu'on appelle matière. Et ce qu'il dit, c'est que l'esprit est différent de tout ça. Parce que si l'esprit était une particule, il y a des gens qui disent « Ouais, l'esprit, c'est de l'antimatière. » Mais l'antimatière, on arrive à la détecter. Quand vous faites un PET scan, on vous balance bien des positrons. Le positron, c'est l'antiparticule de l'électron, l'antimatière de l'électron. Donc, l'antimatière, c'est de la matière encore. Donc, là aussi, les gens qui disent que l'antimatière, c'est de l'esprit, non, c'est un raccourci qui est trop rapide. L'antimatière, c'est toujours de la matière. Donc, l'esprit, ce n'est pas de l'antimatière, c'est encore autre chose. Les neutrinos, hein, qui sont... je ne sais pas où j'ai vu récemment, voilà, qui sont en train de monter un laboratoire quelque part pour justement étudier les neutrinos. C'est une particule qui je sais, j'avais fait des TP en physique-chimie quand j'étais à l'école d'ingé. Et effectivement, sur 1 million de neutrinos, vous en captez 10, quoi. Hein, les 999 990 autres passent à travers, même si vous mettez 1 mètre de plomb en épaisseur. Hein. Donc, mais pourtant, les neutrinos, c'est toujours encore de la matière. D'accord ? Donc, tout ce qui est, hein, ce principe que Kardec a énoncé dans le commentaire à la question 82 reste valable. L'esprit, c'est différent de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière, même aujourd'hui. D'accord ? Donc, il faut sortir de cette limitation et aller plus loin pour comprendre et pour pouvoir modéliser l'esprit. D'accord ? Il n'était pas question de donner la définition du père-esprit, là, au début du... Si, j'y arrive, là. Donc, il reste plus... Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et donc, Kardec, pour parler du père-esprit, question 93, hein, il nous dit « Comme le germe d'un fruit est entouré du périsperme, de même, l'esprit proprement dit est environné d'une enveloppe que, par comparaison, on peut appeler père-esprit. » Donc, périphérique, hein, autour, esprit, autour de l'esprit. D'accord ? Donc, c'est une enveloppe de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que c'est le corps spirituel. D'accord ? Et donc, il précise un peu plus en disant que le lien ou père-esprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. Donc là, vous voyez, il ne dit pas immatériel, il dit semi-matériel. Donc, c'est de la matière, mais ce semi qui met devant, c'est pour dire que là encore, c'est différent de tout ce qu'on connaît sous le nom de matière dans la physique actuelle. Hein. Donc, c'est pas un champ magnétique, c'est pas un champ électrique, c'est pas des antiparticules, c'est pas des neutrinos. Même le père-esprit, il est différent de tout ça. Pourtant, par rapport à l'esprit, il est déjà sous forme matérielle. Et c'est là où les esprits disent, bah, c'est de la matière un peu comme vous la connaissez, mais moins dense que vous la connaissez. D'accord ? C'est de la matière comme le Régis Duteuil appellerait la matière superlumineuse. L'esprit avec son père-esprit peut se déplacer à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. D'accord ? Et ça, suivant la physique d'aujourd'hui, c'est impossible. Seuls les photons qui ont une masse nulle se déplacent à la vitesse de la lumière. Un électron, par exemple, qui a une masse, alors c'est 10 puissance moins 19, je crois, enfin c'est très très petite, hein, c'est une particule qui est très très petite.
on n'arrivera jamais. Si vous voulez amener un électron, l'accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière dans un accélérateur de particules, c'est impossible parce qu'il faudrait une énergie infinie. Et donc, c'est pas possible. On arrive à l'accélérer énormément, hein, mais pas au niveau de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il a une masse. Et le photon, il va à la vitesse de la lumière parce que le photon, il a une masse nulle. D'accord? Donc là, on voit les limites de ce qu'on appelle matière. Semi-matière, c'est quelque chose qui est différent parce qu'il ne souffre pas de ses limites. Le champ électromagnétique, par exemple, les ondes que vous émettez en direction du vaisseau spatial ou d'une sonde ou de quoi que ce soit, il ira à la vitesse de la lumière, comme les photons, pas plus vite. D'accord? Alors que la pensée, notre pensée, elle va d'ici jusqu'à Capella, qui est à 5 années-lumière, ou enfin, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est quelques années-lumière de distance de nous. La pensée, il va instantanément. D'accord? Elle n'a pas besoin, alors que si on avait une sonde ici, qu'on essaierait de se communiquer avec elle par des ondes, ben, il faudrait 5 ans pour que l'onde arrive là-bas, qu'il la capte, qu'il la détecte, et encore 5 ans pour qu'elle revienne. C'est-à-dire, si on envoie un signal, on n'aurait la réponse que dans 10 ans. Et c'est le problème qu'ils ont aujourd'hui avec Voyager. Hein. Voyager qui a dépassé Pluton, ben, il y a déjà plusieurs heures, hein, entre l'onde qu'on envoie et puis la réponse qu'ils nous donnent. Alors là, du coup, ben, il y a eu une panne. Hein, ils ont perdu le contrôle ou le contact. Alors, ils essayent d'envoyer des signaux pour dire, bon, ben, j'appuie sur le bouton reset, hein, pour qu'elle redémarre en espérant que ça fonctionne. Mais chaque fois qu'ils font une action, ils sont obligés d'attendre 2-3 jours que le signal aille jusqu'à la sonde en espérant qu'elle la capte et qu'elle l'analyse, et puis que le signal revienne jusqu'à nous pour dire, ça y est, j'ai capté, j'ai analysé. Et donc ça, là, on touche aux limites de la matière. Le Père-Esprit, si on utilise le mot semi-matériel, c'est justement parce qu'il ne souffre pas de ces limitations. D'accord? L'Esprit, avec son Père-Esprit, va d'ici à Jupiter à la vitesse de la pensée. Alors que la lumière, il lui faut, je ne sais plus, c'est quelques dizaines de minutes, je crois. Hein? Voilà ce qu'il faut bien se comprendre donc de l'esprit, déjà dans un premier temps, et de ce Père-Esprit qui accompagne tout le temps l'esprit. D'accord? La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière, le corps physique. L'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui un corps éthéré ou un corps spirituel, hein, invisible pour nous dans l'état normal. Hein, on n'arrive pas à le détecter avec nos yeux. Nos yeux détectent des photons. Donc les photons, c'est de la matière. Nos yeux ne détectent pas la semi-matière. D'accord? Les médiums qui sont voyants et qui voient des esprits ou qui voient des fluides ou qui voient des énergies, ils disent qu'ils les voient parce que ça fait une impression visuelle telle que décodée par le cerveau, mais en réalité, ils les perçoivent directement avec leur Père-Esprit à eux. Donc le Père-Esprit perçoit le Père-Esprit. Et ils interprètent ça comme étant je vois un esprit. Ils arrivent d'ailleurs à le décrire, hein, puisque les esprits nous disent bien que la forme du Père-Esprit ressemble beaucoup à celle qu'on avait de notre vivant. Hein, on se rajeunit un peu en général, hein, on remet quelques cheveux, on enlève quelques rides, mais on se donnera toujours l'aspect qu'on avait de notre vivant pour qu'on puisse se faire reconnaître. Hein. Mais ça passe pas par la rétine, le nerf optique, le cerveau, hein, parce que la rétine ne détectera que des photons. C'est le 6e sens qu'on a besoin pour pouvoir apercevoir un corps éthéré, le Père-Esprit ou même l'aura d'une personne. D'accord? Comme le cordon d'argent qui est relié au plexus solaire, il est formé de plusieurs couleurs. C'est ça. Alors, ils disent d'argent, donc il est essentiellement argenté, mais voilà. Et donc ça, c'est le lien, tant qu'on est incarné, effectivement, hein, quand notre esprit, pendant le sommeil naturel, s'en va. Les autres esprits, ou même les personnes qui sont voyantes, hein, les médiums voyants, vous reconnaissent le fait que l'esprit est incarné parce qu'il y a un cordon qui part de lui et qui va vers son corps physique qui peut être relativement loin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cordon d'argent? Est-ce que c'est de la matière? Non, c'est aussi de la semi-matière. On est bien d'accord. On ne peut pas le photographier, on peut pas quand vous êtes à côté d'une personne qui dort, son esprit n'est pas là, vous devriez voir le cordon qui part du plexus solaire pour aller vers là où est son esprit. Et à la limite, en le suivant, vous pouvez aller le rejoindre. Non, quand vous êtes incarné, vous ne pouvez pas le voir, le cordon d'argent. Donc c'est bien aussi, ce cordon d'argent, il est aussi semi-matériel. Stéphane?
On pourrait donc dire que le père-esprit, finalement, c'est ce corps qui matérialise, entre guillemets, l'individualisation de l'esprit. Oui. Ce père-esprit, finalement, il s'épure, il s'affine, mais même au stade ultime de l'évolution de l'esprit, il ne disparaît pas. Non, il ne disparaît pas. Alors par contre, ce qu'on sait, c'est que le père-esprit, qui est donc semi-matériel, peut varier de densité il varie de densité suivant l'évolution de l'esprit. D'accord? Un esprit peu évolué aura un père-esprit plus lourd, qui sera peut-être plus facilement détectable par un médium voyant. Hein. Et plus l'esprit évolue, plus le père-esprit sera éthéré, ou moins il sera dense. Au point que les esprits peu évolués n'arrivent pas à percevoir les esprits évolués qui sont à côté d'eux. D'accord? Nous, ils arrivent à nous percevoir puisqu'on est en plus dans un corps matériel. Donc la matière, c'est encore beaucoup plus dense que leur père-esprit qui est déjà dense. Hein. Donc ils arrivent à nous voir incarnés dans la matière. Hein. Mais ils n'arriveront pas à voir, par exemple, les guides spirituels qui viennent pour essayer de les aider. D'accord? Donc, et effectivement, l'esprit, donc si on prend l'exemple de l'aimant, hein, l'esprit, c'est un peu comme le champ, mais je vous dis, attention, le champ est matériel, donc il a un champ spirituel, disons, hein, qui va faire de sorte, tout comme la limaille de fer, elle va suivre les lignes de champ de l'aimant, hein, la semi-matière qui forme notre père-esprit, elle va prendre la forme que va lui donner le champ spirituel de notre esprit. Est-ce que vous m'avez suivi là? Hein, on peut faire une analogie comme ça. Et c'est ensuite ce père-esprit qui, lui, est semi-matériel. Donc, l'esprit arrive à agir, qui est immatériel, arrive à agir sur le père-esprit, qui est semi-matériel. Et le père-esprit, qui est semi-matériel, va arriver à agir sur la matière pour former notre corps vivant. D'accord? Et voilà donc ce qu'est l'être humain. Et je vous ai déjà parlé, je pense, des différentes théories. Alors, comment est-ce que le père-esprit il agit sur notre corps? Ça reste aussi encore à découvrir. Hein. Je vous ai parlé de la conférence de Célia Dantas, hein, qui parle de phénomènes quantiques au niveau des nanostructures qui existent dans les neurones, hein, dans les cellules de notre cerveau. Donc, c'est une des hypothèses qui est avancée pour dire, c'est à cet endroit-là que se fait cette interaction entre la semi-matière et la matière. Et c'est là où, pour l'instant, la physique, hein, n'a pas encore trouvé la voie. À l'époque de Léon Denis, il disait, ouais, regardez, on a trouvé un état radiant de la matière quand on fait le vide. Maintenant, l'état radiant de la matière, c'est les particules, c'est les rayons alpha, bêta, gamma, c'est les rayons X. Tout ça, c'est encore de la matière. Hein. Donc, ils pensaient, ça y est, on est presque au père-esprit, mais ils se sont trompés, ils sont allés trop vite, quoi. Hein. La semi-matière, c'est encore au-delà. C'est encore au-delà, c'est pas de la matière. Mais on va y arriver un jour, on va y arriver un jour. Hein. On va y arriver. L'essentiel qu'il faut savoir, c'est l'esprit, donc il est immatériel, hein, il agit, il agglomère un certain nombre de semi-matières autour de lui pour faire le père-esprit. Donc l'esprit est toujours accompagné de son père-esprit. La matière du père-esprit va dépendre d'où il est. Hein. S'il vient sur la Terre, il aura de la matière, de la semi-matière caractéristique de la Terre. S'il va sur Jupiter, il aura de la semi-matière caractéristique de Jupiter. Hein. Ce qui compose le père-esprit, même s'il garde la même forme, c'est comme si on prend une limaille plus grosse, une limaille plus fine, voyez, pour montrer les lignes de champ sur un aimant. Hein. Je pense que vous avez tous connu parce que c'est vraiment, pour moi, un parallèle assez frappant qu'on peut faire. Hein, et moi, je me souviens, c'était en 5e ou en 4e quand on faisait ces expériences-là. Ça donne une bonne idée de comment ça pourrait, une bonne idée d'analogie de comment ça pourrait se passer. D'accord? Et ensuite, notre père-esprit qui est semi-matériel, c'est lui qui va agir sur notre corps matériel tant qu'on est incarné. Hein, avec en plus du fluide vital, hein, qui est le carburant de la vie.
Et l'alimentation, alors là, on revient dans la matière, hein, donc les nutritionnistes savent très bien le nombre de calories qu'il nous faut selon le genre de travail, le genre d'exercice. L'exercice intellectuel, travailler le cerveau, ça consomme aussi de l'énergie. Donc cela, on est dans la matière, voyez. Mais qu'est-ce qui fait que on vit, hein, qu'est-ce qui fait que nos cellules, notre ADN, on sait très bien que c'est des hélices qui se reproduisent, qui se multiplient, mais on ne sait pas non plus comment et pourquoi, hein, où il est le moteur, qui c'est qui va tirer sur les bouts d'ADN pour qu'ils puissent se reproduire, se multiplier. Ça, on ne sait pas, hein. La science observe l'effet, mais ne connaît pas encore la cause. Et c'est cette cause qui réside justement, hein, dans l'action du Père Esprit. Et c'est là où c'est un des endroits, hein, c'est pour ça que les médecins sont, je dirais, les premiers à arriver vers cette notion de semi-matière, hein, le modèle organisateur, comme disait Claude Bernard déjà à l'époque. Pourquoi? Parce que ce qu'ils observent, ils disent, ben, la formation de l'embryon, la multiplication des cellules, leur spécialisation, tous ces phénomènes de la vie, ils arrivent à les observer, mais ils n'arrivent pas à les expliquer. Et d'où ces idées de dire il faut qu'il y ait derrière, quelque part, une énergie, qui est quelque part derrière un moule ou un modèle pour les expliquer. Et ce moule, le modèle, ben, on le trouvera, la science le trouvera dans cette semi-matière, dans ce Père Esprit. Je n'ai pas le compte-rendu de Roger Pérez, mais il m'avait dit, on avait fait un compte-rendu sur le Père Esprit, il me disait aussi, étant donné qu'on est entouré d'esprit, il y a aussi des milliards d'esprits dans notre corps qui soignent nos organes, le cœur, le foie. Ça, c'est ce qu'il appelait, parce que après, vous avez, par exemple, comment fonctionne notre cellule? Comment fonctionne une cellule, hein? Comment fonctionne un organe, comme le dit. Et là, il y a aussi des communications qui ont été données en France, hein, à Jeanne Laval, par l'Esprit Symbole. C'est de là que Roger et Louis Serré et autres s'inspiraient pour dire il y a des monades. C'est ce qu'ils appellent les monades. Donc, ce sont des esprits cellulaires, des esprits qui fonctionnent au niveau d'une cellule. Et l'image qu'ils donnent par rapport à ça, c'est que comme on a un chef d'orchestre avec les musiciens, il y en a un qui joue du violon, l'autre du tambour, l'autre de la contrebasse, l'autre des instruments avant, etc., de la flûte, ou j'en passe. Dans notre corps, on a toute cette myriade d'esprits, de monades, hein, donc on ne l'appelle pas un esprit, hein, mais c'est une monade, c'est bien une composante spirituelle qui est derrière chacune de nos cellules, hein, et c'est notre esprit qui est là, hein, et qui est en quelque sorte le chef d'orchestre pour maintenir la cohérence de l'ensemble. Le jour où l'esprit s'en va, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la décomposition, la putréfaction, vous avez le corps est entre guillemets mort, mais on voit bien qu'il y a les phénomènes de décomposition, de recyclage de la nature qui s'opèrent pour réutiliser la matière végétale organique, hein, dans d'autres formes de vie. Voyez. Donc c'est là où le chef d'orchestre est parti, et puis les musiciens, ben, ils retournent un petit peu à la nature jusqu'à ce qu'ils soient sous l'influence d'un autre chef d'orchestre, hein. C'est quand on dit on va faire pousser les pissenlits par la racine, hein, c'est une expression qu'on utilise quand on se fait enterrer, ben c'est un peu ça, quoi, hein. Ce qui composait notre corps, qui nous sert plus à notre esprit à nous, ben, va servir pour faire pousser le pissenlit au-dessus de la tombe, hein. C'est pour ça que tu peux t'auto-guérir en agissant par la pensée à cet organisme-là de se remettre en route, quoi. Voilà, ben c'est le chef d'orchestre qui donne ses instructions au violoniste ou au contrebassiste pour jouer dans le sens qu'il veut, quoi. Et si il les laisse faire un peu comme ils veulent, voilà, c'est là où on a les dysfonctionnements, les maladies, etc. Alors, notre Père Esprit ne fait pas toujours ça, notre esprit ne fait pas ça consciemment, hein. Notre cœur y bat. C'est pas notre esprit qui. Il y a quand même des fonctions vitales, des certains nombres d'automatismes qui existent, hein, dans certaines parties de notre cerveau, hein, qui gouvernent un peu tous ces phénomènes, hein. Mais c'est sûr que quand notre esprit, par exemple, stresse, le stress est au niveau de l'esprit, il fait monter l'adrénaline, il crée un certain nombre de conséquences au niveau de notre corps physique qui peuvent aller jusqu'à la maladie, et aussi dans le sens inverse, hein, quand on est malade, avec des pensées positives, aller dans le sens de la guérison.
Donc, l'influence de notre esprit sur notre corps, il est fondamental. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? J'étais un peu bavard aujourd'hui, je suis désolé. Voilà, donc vous lirez le support dans le détail, hein, vous avez beaucoup plus voilà, les explications. Hein, donc l'homme n'est pas une machine, la machine n'est pas l'homme. Hein, voilà. Dieu crée l'esprit par sa volonté. Hein, il n'a jamais cessé d'en créer. La création des esprits est permanente. On est créé simple et ignorant, mais perfectible. Hein. Le principe intelligent a évolué hein, depuis les premières formes jusqu'aux formes. Vous voyez là, l'évolution animique. On a plusieurs citations de ce livre de l'âme hein, qui parle vraiment à fond de cette question. Voilà. Oui, parce que là, on parle beaucoup du P-esprit, on parle de l'esprit. Mais... Oui, c'est ça. Oui. L'évolution dans les deux mondes, vous voyez. On ne sait pas à quoi ressemble l'âme, on ne sait pas quelle est la constitution de l'âme. C'est ce que je dis. La nature intime des choses, on ne la connaît pas. On ne connaît pas la nature intime de l'attraction universelle, par exemple. Pourquoi la paume tombe? Il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien. Et pourtant, la paume tombe. Hein? Donc, voilà. C'est la nature intime des choses. On l'ignore même dans la science matérialiste. Hein? Donc, dans cette science qui va dans le monde spirituel, on arrive dans un domaine qui est encore beaucoup plus vaste, où il y a beaucoup de choses dont on ignore la nature intime. Mais on en sait suffisamment pour comprendre déjà certains mécanismes. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a peu d'informations sur la nature de l'esprit. D'accord? Voilà. Et donc là, vous avez partout les sources, si vous voulez approfondir. Le Père Esprit, hein, donc on en a parlé aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? C'est un sujet qui est très intéressant, passionnant, hein, on ne s'en lasse pas. Il donne aussi lieu à beaucoup de spéculations, hein, puisque comme les esprits n'ont pas conclu, ah mais moi je pense que si, un autre va dire ah ben, moi je pense que ça. Donc il va y avoir différentes hypothèses. Hein. Le fait d'avoir des hypothèses, c'est bien. Hein. Ce qui n'est pas bien, c'est de dire, de rejeter, hein, de dire non, ça c'est complètement débile. Non, il faut rester ouvert par rapport à ces choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme quand on fait du brainstorming, une tempête de cerveau. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou, puisque l'idée qui va nous aider à résoudre le problème vient peut-être d'une idée qui est complètement incongrue au premier examen. Voilà, donc il faut continuer les recherches pour essayer d'approfondir le sujet. D'accord ? Il faudra peut-être qu'on réforme nos façons de penser pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ah ben certainement, oui, certainement. Je pense qu'entre les Laplace, les scientistes et tout, et puis même entre Einstein et la mécanique quantique, ça a frité. Hein. Einstein, il disait, non, Dieu ne joue pas au dé. Hein. Et pourtant, Einstein, malgré ses réticences, aujourd'hui, s'il n'y avait pas la physique quantique, si elle n'était pas rentrée dans la technologie, on n'aurait pas les ordinateurs, on n'aurait pas les semi-conducteurs. Hein. Quand on regarde aujourd'hui tous les phénomènes quantiques qui nous entourent au niveau de la technologie, hein, dans les téléphones, enfin partout, vous avez des phénomènes quantiques qui sont utilisés dans la technologie. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. On ne comprend pas, mais ça fonctionne et on arrive à trouver des applications. Hein. Même si Einstein était réticent au départ, voilà, c'est comprendre exactement le comment du pourquoi. On ne le sait pas, mais on arrive quand même, comment dire, la science arrive quand même à développer des technologies autour de ça. On arrive à détecter des effets, par exemple, on peut se soigner à l'homéopathie, mais l'homéopathie, il n'y a plus rien il n'y a plus de principe actif, donc c'est du sucre, quoi, c'est des petites granules de sucre. Après, on vous dit, c'est la mémoire de l'eau, hein, on peut magnétiser de l'eau, on n'y met pas du matériau dedans, et pourtant l'eau magnétisée change parfois de couleur, il y a des bulles qui se forment, il y a des produits physico-chimiques qui changent un peu, même le pH, il y en a qui ont mesuré. Alors, il faut faire attention, hein, parce que l'eau, c'est
C'est un liquide qui est très courant, mais qui est très, très difficile à étudier, hein, parce que le moindre en contact avec l'atmosphère, vous pouvez avoir des trucs qui se dissouent dessus, le fait d'y introduire un instrument et tout, les expériences chimiques avec l'eau sont très, très difficiles à réaliser, hein, parce que l'eau, c'est un solvant qui est tellement fantastique, hein, que, voilà, pour aller séparer les causes je dirais, normale et chimique du magnétisme qu'on peut y introduire, ce sont des études qui sont extrêmement complexes. Je pense que l'homéopathie, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que malheureusement, hein, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui ont montré que l'homéopathie et le placebo, c'est pareil. Mais bon, hein, je pense que Michel, il connaît un peu mieux le sujet que moi. Je suis d'accord avec toi, Michel, quand tu dis que l'homéopathie, ça fonctionne, mais il y a eu un jusque-boutisme qui lui a porté tort, quoi. Hein, tout ne se soigne pas à l'homéopathie. Il faut savoir équilibrer. Quand vraiment vous avez, comment dire, un dysfonctionnement au niveau du corps, ben, il faut le traiter avec de l'allopathie, quoi. Hein. Tout n'est pas spirituel. Notre corps physique, il est physique. Donc, il faut le traiter avec des moyens physiques. Voilà. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, hein. J'ai déjà retenu une demi-heure de plus que la normale. Je suis désolé pour ça. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre assiduité. On va remercier aussi les esprits qui étaient là pour nous aider, pour nous assister, essayer d'avancer, de comprendre de mieux en mieux ces choses qui sont parfois un peu complexes. Et surtout que cela puisse nous aider à évoluer, puisque c'est le but ultime de notre incarnation, la loi d'évolution, donc qu'on verra la semaine prochaine. Voilà, excellent dimanche à tous. Excellente semaine, et à bientôt. Merci Charles, bon dimanche à tous. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup.